J'avais envie de commencer avec une question toute simple, qui est qui es-tu, Rémi? Je suis juste content. Vraiment, vraiment content d'être là, vraiment touché d'être avec toi, d'être là, parce que tu me disais que tu avais cet élan d'oser. C'est un peu le thème de ta vie à ce moment-ci, donc d'oser cette rencontre, d'oser prendre la parole là. Je suis content d'être avec toi. Mais bon, moi, c'est tout simple. J'ai la chance d'être un grand amoureux et un père de 3 fils. Et donc, j'ai pendant 17 ans eu la chance d'animer une entreprise. J'ai créé Adéco, que vous connaissez probablement, mais Adéco au Canada. Donc, j'ai eu la chance d'animer cette entreprise pendant 17 ans. Et depuis 20 ans, de marcher avec plusieurs centaines de leaders au Québec dans une communauté qui s'appelle la Maison des leaders. Donc, j'ai la chance de... Non, ça, c'est pas tellement qui je suis, mais ce que je fais. Et voilà. C'est ça. Parfait. Merci. Fred l'a dit tout à l'heure aussi, on va parler comment passer de la survie à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, passer de la survie à la vie? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien, je pense que la première chose que j'aurais le goût de dire, c'est que peut-être la plus grande rencontre avec moi-même, quand on a créé Adéco Québec à l'époque, on avait ce projet, comme Adéco était numéro 1 dans chacun des pays, ben, on avait le mandat de nous aussi devenir numéro 1 dans le pays où on était. Donc, c'était ça le projet. Et la journée où on est devenu numéro 1, moi, je pensais que, comme je viens d'une région où on aime beaucoup la bière et on aime fêter, on est pas mal belge au Saguenay, j'étais sûr qu'on allait fêter, que ça allait être la joie, ça va être extraordinaire, et c'est pas du tout ça qui s'est passé. On est devenu numéro 1 et moi, je suis rentré dans le mur. Je me suis dit, mais pour qui, pourquoi? Et pourquoi? Donc, j'ai pris tout de coup conscience que pour devenir numéro 1, on avait mis beaucoup de pression sur les équipes, sur nous-mêmes. J'avais été souvent absent de la maison avec mes 3 fils et tout d'un coup, il y avait... bizarrement, c'est le succès qui m'a fait rentrer dans le mur. Et comme j'étais un peu perdu, ça faisait quand même à ce moment-là probablement une dizaine d'années que j'étais patron d'Adéco Québec. Je me suis emmené en Europe et je suis parti sur un road trip, nowhere, avec mes 3 fils. Et la grande réflexion qui m'a amené beaucoup de culpabilité, c'est de me dire, mais moi qui me pensais vraiment très aimant, j'ai réalisé que la première partie de ma vie, dans le fond, j'avais plutôt cherché à être reconnu, à être aimé, à être quelqu'un, à être... plutôt que d'aimer. Et ça me rentrait dedans. Ça a été vraiment extrêmement difficile. Et donc, j'ai eu la chance de me retourner vers des plus grands que moi, là, nos amis Hubert Reeves, Albert Jacquard à l'époque, et ils m'ont tous raconté mon histoire. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est Rémi, ben oui, t'as pas à te culpabiliser, te faire ce que tous les êtres humains font, te basculer dans la survie à un moment de ta vie. Et là, la première partie de notre vie, 100% des Homo sapiens passent la première partie de leur vie en survie. Donc, tu n'es pas différent des autres. Mais il y a ceux qui, tout d'un coup, s'éveillent, prennent conscience de cette illusion d'être dans la survie, puis ceux qui ne prennent pas cette conscience. Alors, tout d'un coup, ça devenait une bonne nouvelle. C'est parti d'une grande tristesse, une grande culpabilité à tout d'un coup, ah! Donc, au lieu de me plaindre ou d'être triste d'avoir été si longtemps dans la survie, tout d'un coup, j'étais dans la joie d'en prendre conscience. Et ça m'a fait basculer. Et bien sûr, pour que je comprenne, ils m'ont raconté mon histoire, qui est notre histoire, dans le fond. Ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils disaient, Rémi, tu sais, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais dans la vie. Hein? Alors, c'est un peu votre histoire que je raconte en même temps. On est dans le ventre de notre mère, on est dans la vie, on laisse la vie. Hein? On n'a pas tellement de projets quinquennales et de livrables et d'objectifs. On laisse la vie passer à travers nous. Il n'y a rien à faire. On est full chill, rien à faire. On laisse la vie nous traverser, circuler. Et ça ne s'arrête pas quand on sort du ventre de notre mère. Ça dure encore quelque temps.
quelques jours, quelques heures, dépendamment, les chercheurs disent, dépendamment des personnes. Et tout à coup, certains chercheurs vont dire que tout à coup, on prend conscience que cette femme qui est devant moi, qu'un jour j'appellerai ma mère, c'est pas moi. Parce que quand je suis dans le ventre de ma mère, j'ai pas cette notion de séparation. Je suis un avec le tout. Donc, je suis dans la vie, puis je peux pas être menacé par moi-même. Donc, il n'y a aucune menace. C'est full chill, tout va bien, la vie circule. Et tout à coup, il m'apparaît la séparation. OK, si ça, c'est ma mère, si ça, c'est pas moi, il y a donc moi et le monde. Et automatiquement, dans cette nanoseconde, je bascule de la vie à la survie. Je comprends vraiment que s'il y a moi et le monde, je suis donc menacé. Et à partir de là, il faut que je fasse tout pour survivre. Il y a des chercheurs qui nous disent qu'on prend conscience tout d'un coup que nous et le monde, qu'on est séparés. Mais moi, je suis plutôt de l'autre croyance, que plutôt on bascule, que j'ai basculé dans l'illusion que j'étais séparé. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité, mais elle est à la fois subtile et immense. C'est que si je bascule dans l'illusion, ça veut dire qu'un jour, je peux en sortir. Et je pense que c'est ça qui m'est arrivé tout d'un coup, c'est de prendre conscience de l'illusion, d'avoir pensé que j'étais séparé des autres et donc que j'étais menacé et donc qu'il fallait que je fasse tout pour survivre. Et comment ça se passe? Ils m'ont expliqué comment ça s'est passé. Une fois que tu as basculé dans ça, bien, on comprend assez vite, les êtres humains, que pour survivre, il faut être aimé, il faut être reconnu, il faut être apprécié, il faut gagner des territoires pour gagner sur les autres. Alors, on se met à faire tout ce qu'il faut pour survivre et on construit à partir de là, pour être aimé, un personnage qu'un jour on appelle moi. Tu sais, autour de la vingtaine, je me suis dit, ah ben ça, c'est moi. Mais c'était un peu ridicule, mais je ne savais pas. Dans le fond, ça aurait été plus juste de dire, ah ben ça, c'est le moi que j'ai construit dans le contexte de ma vie que j'ai traversée pour survivre. Mais je suis beaucoup plus que ça. Et c'est ça la grande découverte, c'est qu'on découvre qu'on n'est pas le moi qu'on a construit. Et ça, pour moi, ça a été toute une découverte, de réaliser que j'avais créé un personnage jusque-là qui n'était pas moi, mais qui était aussi moi, mais qui, dans le fond, il y avait quelque chose, être capable d'observer maintenant ce personnage avec tranquillité et quitter cette idée qu'il faut que j'en fasse beaucoup pour mériter mon existence, pour survivre. Et ça a été pour moi un immense bascule où à partir de là, ben, j'ai vraiment eu l'impression de rebasculer dans la vie et de me dire, ben, à partir de maintenant, j'ai plus rien à faire, c'est merveilleux. Il n'y a plus rien à faire, rien à gagner, rien à prouver, rien à perdre, que de laisser la vie circuler à travers moi. Et l'aventure de ma vie est beaucoup plus douce, beaucoup plus légère depuis. Donc, je pense je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais on a tous basculé et on n'est pas responsable d'avoir basculé dans la survie. Mais aujourd'hui, une des choses, je pense, qui me bouleverse le plus, j'en parlais tout à l'heure avec une des personnes que j'ai croisées, une des choses qui me bouleverse le plus, c'est de penser aujourd'hui qu'on puisse quitter ce monde un jour sans avoir regoûté à la vie à nouveau. Je pense que moi, j'ai toujours eu une quête d'absolu. Puis j'ai découvert là que la quête d'absolu, elle s'était installée. Je pense qu'à partir du moment où j'ai basculé dans la survie, comme j'avais goûté à la vie, je pense qu'il y avait ce fantasme en moi de pouvoir goûter à la vie à nouveau avant de partir. Et selon les chercheurs sur les stades de développement de la conscience humaine, il paraîtrait qu'il y a juste 15% des êtres humains qui rebasculent dans la vie avant de partir. Et ça me bouleverse. Alors, et je suis heureux qu'on soit ensemble pour réfléchir à ça, pour qu'on soit beaucoup à basculer et goûter à la vie à nouveau avant de partir, quand même. Oui, moi, ce qui me marque, c'est que je me rends compte que les moments où moi je suis en survie, c'est les moments aussi où j'ai envie d'être aimée, en fait. J'ai envie qu'on m'apprécie, j'ai envie de... Et j'ai voulu aussi plaire à mes parents pour commencer. Et donc, c'est pas évident, en fait. Et merci pour ton partage. C'est quelque chose que je comprends. Par contre, dans ma vie, c'est difficile à mettre en pratique parce que je sens que cette notion de vouloir plaire, vouloir être aimé, c'est quelque chose qui me rattrape.
Comment est-ce que toi, je sais pas, est-ce que tu aurais quelque chose à partager par rapport à ça? Ah ben oui, parce que j'ai encore plein de rechutes. Mais je m'observe, tu sais, je me rappelle, j'avais lu à 20 ans un bonhomme qui s'appelle Jiddu Krishnamurti. Et lui, il disait, on commence à évoluer les êtres humains la journée où apparaît dans notre vie l'observateur et l'observé. Et donc, c'est cette journée où tout d'un coup, tu réalises, tu prends conscience du petit personnage que tu as construit et puis là, tu es capable de l'observer. Alors moi, il y a toutes sortes de trucs qui me font rendre compte que j'ai rebasculé dans la survie. Par exemple, quand je me mets à en faire trop pour mes fils, ça ne va pas vous arriver, ça, mais quand je me mets à en faire trop pour les gens que j'aime, ou je me mets à rire et je me dis, non, non, Rémi, si tu en fais trop, c'est que tu veux être aimé dans le fond, ou tu ne veux pas souffrir, ou tu veux te protéger, ou tu veux les protéger pour toi, ne pas souffrir. Donc, et là, je me mets à rire et je rebascule. Je me dis, ma job, c'est de les aimer, c'est pas de chercher à être aimé. Et pour moi, basculer dans la vie, c'est rebasculer dans l'amour. Mon job, c'est d'aimer, c'est pas de chercher à être aimé. Donc, je pense que c'est de s'observer. Et j'ai des généraux autour de moi, des gens qui m'aiment assez, comme Mathieu, pour me dire, ouais, là, tu es peut-être un peu dans la survie, de quoi tu as peur, qu'est-ce qui t'inquiète, être capable de se poser ces questions-là. Puis, dans le fond, en essence, j'ai pas peur. J'ai basculé dans la vie. C'est à partir du moment où j'ai basculé dans la vie, j'ai réalisé comment, moi qui étais quelqu'un d'assez peureux dans la vie, c'est fou le nombre de peurs qui ont fondu. Mais tout d'un coup, ils peuvent revenir. Tranquillement, j'ai des petites rechutes là où je reviens, mais ça dure moins longtemps. Mais je pense que c'est possible par l'observation. Puis je m'en rends pas tout de suite compte. Des fois, ça prend un petit moment. Puis tout d'un coup, je me mets à rire. Et je me dis, ben là, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à s'inquiéter. Et quand tu disais tantôt, pour moi, il y a vouloir être aimé, mais il y a aussi vouloir être quelqu'un, vouloir croître comme personne. Tout ça, c'est quand même toutes sortes de... Vouloir devenir quelqu'un, vouloir être soi-même, Pour moi, ça a été beaucoup d'égarements, ça, pour moi. Alors, quand je me prends à basculer là, je me mets à sourire et je deviens calme. Il n'y a rien à faire que d'être là, c'est tout. Et c'est bien reposant. Puis pour les autres aussi. Et quand tu t'es rendu compte que peut-être du personnage que tu t'étais créé, de la personne qui n'est finalement pas vraiment toi, mais la personne que tu étais devenue ou que tu étais en train de devenir, voilà, qu'est-ce qui t'a vraiment fait prendre conscience que, tiens, là, il y a un truc à changer? Est-ce que c'était, voilà, au niveau interne, quelque chose, tout d'un coup, une transformation, quelque chose de plus profond qui t'a fait dire il faut que je bouge? À quoi t'as connecté à ce moment-là? Il y a une femme qui venait nous aider au ménage à la maison, puis elle m'avait dit on grandit par la sagesse ou par la souffrance. Bon, moi, comme je n'avais pas assez de sagesse, ça a pris la souffrance. Qu'est-ce que tu veux? Mais bizarrement, la souffrance, je pense que ça a été pour moi la surprise. Tu sais, quand tu travailles pendant des années à devenir numéro 1 ou en tout cas à un projet et finalement tu l'atteins, tu t'attends que tu vas sauter en l'air, que tu vas célébrer, que tu vas ouvrir de la bière, puis du champagne. Et ça a été la surprise de ne pas avoir du tout le goût de fêter. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et quand j'ai pris conscience, justement, mais qu'est-ce que je vais fêter? Je vais fêter à quel point on a été un peu fou, à quel point on a mis de la pression sur les équipes, à quel point... Alors, et là, j'ai ressenti de la culpabilité, de la tristesse. Et je pense que l'éveil est venu après. Et on a besoin des autres, donc je suis allé vers des gens pour leur dire, ben voilà comment je me sens, et qui m'ont expliqué ce qui m'était arrivé. Et le bascule est venu. Mais il est venu d'avoir osé rencontrer cette souffrance-là et de rester avec elle. Parce que moi, j'ai un pattern quand même de la mettre sous le tapis, la souffrance. C'est bien pratique. Mais là, je me suis barré dans le tapis. Parce que probablement que toutes ces années-là, je l'avais quand même mis sous le tapis souvent. Sûrement que j'ai eu des moments où je me disais, ça fait pas tant de sens ce qu'on est en train de faire, ou ce que je suis en train de faire, ou en train de dire. Mais je mettais ça sous le tapis, puis là, ben, je me suis barré dans le tapis. Mais je suis heureux de... C'est ma gang à l'époque. On était quand même plusieurs milliers de personnes, mais ils m'ont tous dit... Il y avait beaucoup de femmes chez Adéco à l'époque. Ils m'ont tous dit, Rémi, on a eu nos congés maternité. Toi, tu n'as pas arrêté pendant 10 ans. Et si tu prenais une pause? Et ça a été un cadeau merveilleux. Mais quand j'ai annoncé à mes patrons que je partais à Paris, que je partais 6 semaines, ils ont dit, mais c'est pas possible, un président ne peut pas partir 6 semaines. J'ai dit, je vais être le premier président qui part 6 semaines. Et ce voyage dans un nowhere, à aller nulle part avec mes 3 fils,
ça a été pour moi une occasion de rester là avec l'inconfort, de rester là avec la souffrance. On s'est arrêté à un moment donné dans un monastère franciscain, c'est un de mes amis, et en jouant au soccer avec les enfants, je me suis brisé un pied. Et c'était parfait. C'était exactement ce dont j'avais besoin là. Et bizarrement, c'est là où je me suis assis, et pendant qu'eux continuaient à jouer, je me suis dit, il me semble que ça pourrait être autrement. Et j'ai écrit un texte qui est bizarrement devenu, plusieurs années après, le texte fondateur de la Maison des Libraires. Là. Donc, j'ai pris conscience de cette posture de survie et je me suis dit, il me semble que ça pourrait être autrement. Et c'est autrement depuis toutes ces années quand même, depuis plus de 20 ans. Ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est, tu vois, quand tu annonces, voilà, je vais prendre un congé pendant 6 semaines, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Personne ne l'a déjà fait. Il y a cette notion d'oser faire différemment, un peu. Est-ce que pour toi, en entreprise, on a tendance à se conformer? Et est-ce que peut-être passer du mode de survie et aller plus vers la vie, il faut sortir de la conformité, il faut justement oser des chemins peut-être inexplorés? Mais quand on est dans la survie, on est toujours dans la peur de perdre et on est prêt, c'est fou ce qu'on est prêt à perdre, ce qu'on est prêt à se perdre pour ne rien perdre. C'est fou ça. Et j'ai réalisé pendant des années, justement, pour ne pas perdre ou pour toujours gagner, ben je m'étais un peu perdu. Fait que je pense que tout d'un coup, j'étais plus négociable par rapport à ça. Mais j'ai aussi compris au fil des années que, en Occident, en tout cas, pour survivre, on a trouvé 2 stratégies. Pour survivre ou pour être aimé, soit de se conformer, pour être aimé, hein, donc il y a certaines personnes qui choisissent ça, mais il y a une autre posture aussi, vouloir être spécial, vouloir être singulier, tellement différent des autres. Et moi, j'ai beaucoup d'amis singuliers qui rient des conformes, mais ça vient de la même place. Alors, vouloir être spécial, singulier, différent, c'est aussi fou que de vouloir être conforme. Et je me suis dit, ben, fais quoi donc? La 3e voie, c'est juste d'être là. Et de faire ce qui m'apparaît juste dans l'instant. Parfois, ça va paraître conforme, parfois, ça va paraître singulier, mais on s'en fout. Et je pense que cette fois-là, ce qui m'apparaissait juste, c'était de partir. Et peut-être que pour une des premières fois, j'étais vraiment prêt à perdre. J'étais prêt à ce qui me licencie comme président canadien. J'étais prêt à perdre pour ne plus me perdre. Parce qu'à ce moment-là, ne pas avoir osé ça aurait pu m'amener à continuer à me perdre. Et pour toi, cette prise de conscience-là, ça a été, tu as l'impression que tu es arrivé vers une transformation personnelle ou tu es passé d'un stade de conscience à un autre? Tout d'un coup, il y avait, voilà, je vois qui j'étais et j'évolue. Comment tu as vécu cette transformation? J'ai l'impression que ce n'est pas toujours agréable, en fait, quand on commence à prendre conscience de là où on est et en fait qu'on se rend compte il y a quelque chose qui doit bouger, qui doit changer. Mais probablement que bien inconsciemment, ce travail-là s'est fait avant. C'est probablement qu'il y a eu plusieurs moments où je trouvais que ça ne faisait pas de sens, là, qu'il y avait quelque chose qui avait à bouger. Et j'y allais, mais j'y allais pas, j'y allais pas. C'est un peu comme Bernard l'Ermite, là, qui sait très bien que sa coquille, elle commence à être trop petite, mais là, il sort un peu, il revient, il sort un peu, puis jusqu'à temps que finalement, il dit « OK, on y va, là. » Et là, tout d'un coup, il trouve une coquille un peu plus grande. Fait que probablement que j'avais joué un peu à Bernard l'Ermite qui y allait pas. Et là, tout d'un coup, j'avais plus le choix. Rester dans la coquille, ben je serais mort dans la coquille, qui était devenue trop petite. Et donc, je suis beaucoup plus que le petit personnage que j'ai construit. Et rester emprisonné dans ce personnage que j'avais construit avec les masques et les carapaces qu'on met pour ne pas souffrir, ouais. Je pense que là, tout d'un coup, je sentais cet espace de liberté. Et la peur, probablement, qu'elle a été avant. À ce moment-là, tout d'un coup, je suis basculé dans une légèreté de fou, Ouais. Tout d'un coup, moi qui étais très peureux, j'avais comme plus peur, je ne comprenais pas ce qui se passait. Fait que oui, probablement, j'étais un peu déstabilisé devant ce monde libre et de réaliser que j'avais plus rien à prouver, rien à faire, rien à mériter, rien à gagner. Tu sais, moi, je viens d'une église un peu catholique où il fallait en faire beaucoup pour gagner son existence, pour mériter son ciel. Et là, tout d'un coup, de réaliser que c'est une joke, que j'avais rien à faire. Wow!
Mais en même temps, c'est toute la question. Avant d'arriver là, il y a eu quand même ce bascule de. C'est ça, j'ai trouvé ça dur de me dire, mais j'ai-tu vraiment passé 36 ans de ma vie en survie? Alors, il a fallu que je me pardonne d'avoir été si peu conscient si longtemps. C'est tout. Donc, c'est tout. Je me suis pardonné. Et j'avais l'impression de devoir me pardonner, d'avoir mis un peu de pression sur les équipes, d'avoir ci, d'avoir ça. Mais dans le fond, la seule chose que j'ai découvert que j'avais à me pardonner, c'est d'avoir été si peu conscient, mais j'étais pas conscient. Et donc, je me suis vraiment apaisé. Et aujourd'hui, je pense que depuis ce jour, je suis passé de vouloir faire des choses à vouloir être quelqu'un ou vouloir, je ne sais pas trop. Aujourd'hui, ma vie, c'est écouter et répondre. Alors, quand Romu et Fred m'ont dit « Tu viens? » ben, j'arrive. Je suis vraiment devenu hyper docile. Et j'ai découvert que dans ce bascule, j'ai dû apprendre à désobéir aux autorités extérieures à moi, désobéir à mon ego qui veut toujours gagner pour obéir à la vie qui me traverse. Et pour moi, être dans la vie, c'est... Même j'ai découvert l'autre jour, je me disais, je me trouve drôle quand je dis ma vie. Maintenant, quand je m'entends dire ma vie, je me mets à rire comme un fou, mais c'est pas ma vie, c'est la vie qui circule à travers moi. Comme à travers les arbres, comme à travers les fleurs, comme à travers vous tous, c'est la vie. Et cette espèce de disparition de soi-même dans la vie, c'est extraordinaire. C'est vraiment bon. Oui, je le savoure aussi. Je touche un petit peu. Je me demandais, tu vois, quand on travaille dans une entreprise, à partir du moment où on commence à toucher peut-être un niveau de conscience un peu différent, moi, peut-être dans mon parcours, je me suis parfois sentie un peu seule, en fait, dans cette quête ou dans l'impression d'être un peu différente, de me dire il y a des choses qui me touchent différemment, où j'ai envie de faire différemment, d'agir différemment dans mon entreprise, mais je sens qu'autour de moi, c'est pas encore présent. C'est parfois difficile, je trouve, d'oser parler de ça aussi, d'oser ouvrir ces sujets-là. C'est tellement vrai, c'est tellement ça, et c'est pour ça qu'on a besoin tout d'un coup des autres. On a besoin de d'autres, parce qu'on se sent un peu, à un moment donné, tout d'un coup, ce qu'on a cru jusqu'ici, on n'est plus sûr que c'est ça. On se dit, il me semble que ça pourrait être autrement. Mais les autres, ils continuent à penser que c'est encore ça. Et d'oser aller dire, il me semble que c'est plus ça, on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être aimé, on est encore dans le besoin d'être aimé, dans le fond, on est encore dans cette posture-là. Alors moi, je m'imagine toujours, imaginez-vous la première religieuse, là, qui a dit à ses sœurs, est-ce que c'est encore utile d'avoir un voile? Ça devait être une hérétique, ça devait être épouvantable. Elle a dû être rejetée par sa communauté, mais le courage fou qu'elle a dû avoir d'oser dire une hérésie pareille. Donc, je pense que quand tout d'un coup, on réalise que ce qu'on a cru jusqu'ici, qu'on a défendu jusqu'ici, vous savez, entre autres, moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait avoir une vision claire et j'ai fait des conférences là-dessus, j'ai écrit des bouquins là-dessus. Et aujourd'hui, je ne crois plus ça du tout. Alors, c'est un peu gênant. Puis les gens autour de nous, ils veulent qu'on change, mais pas vraiment. Parce que c'est très insécurisant quand l'autre change. Donc, même dans ta famille, probablement, que tout d'un coup, penser autrement que tu as pensé jusqu'ici, c'est très... Mais comment ça, tu as donc bien changé? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai peur. Là, quand on change, ça fait peur aux autres. Fait que tu as raison. Et c'est là où, par exemple, dans une entreprise, dans une équipe ou dans une famille, on va découvrir qu'on devient, un peu extraterrestre par rapport à la famille dans laquelle on est. Mais c'est très important de trouver d'autres extraterrestres. Et tout d'un coup, dans Toscane, c'est un peu ça, je pense qu'on peut se dire, on est quelques-uns, par exemple, chez Decathlon, mais tout d'un coup, dans Toscane, on rencontre une communauté de jeunes dans plein d'entreprises qui vivent un peu cet inconfort qui sont en train de remettre en question tous les modes de vie jusqu'ici. Il y en a d'autres aussi, on n'est pas seul. Et bizarrement, moi, j'ai découvert en sortant d'Adéco pour rencontrer d'autres, qu'il y en avait aussi chez Adéco, mais qui étaient en silence et qui ne parlaient pas. Et le fait que moi, j'ose, tout d'un coup, ils ont osé,
Et tout d'un coup, j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus d'alliés que je pensais dans la même boîte où j'étais. Mais on était tous en silence à ne pas vouloir être rejetés, à ne pas vouloir être éjectés, à ne pas vouloir... Et la journée où on devient libre, j'ai réalisé à quel point ça libère les autres. Tout d'un coup, je me rappelle, moi, Thierry, qui lui était... Moi, j'étais patron du Canada, il était patron du Mexique. Et il m'écrit, puis il me dit, « Écoute, Rémi, à la dernière rencontre, j'ai pas osé là, devant tout le monde, mais qu'est-ce que ça me fait du bien, tu sais. » Alors, je lui ai dit, « Ça m'aurait fait vraiment du bien que tu le dises pendant la rencontre. » Mais il était encore dans la peur de perdre, et moi, j'avais plus peur. Alors, mais le nombre de leaders après, de présidents de pays qui m'ont appelé, qui m'ont dit, « Ah, merci tellement, mais ils n'étaient pas encore prêts à perdre. » Mais je me disais déjà, je ne suis pas seul. Et on est devenus des alliés, des amis dans le bien pour pouvoir réinventer notre façon de vivre l'aventure. Oui, ça me fait un peu penser, en fait, c'est comme si on avait vécu avec des lunettes de soleil et tout d'un coup, on enlève les lunettes. Et en fait, ce qu'on ne voyait pas avant, parce qu'on était concentré sur ce qu'on faisait et sur qui on voulait être, comme tu dis, tout d'un coup, il y a le champ des possibles qui s'ouvre, il y a une autre lumière qui rentre, d'autres possibilités, d'autres personnes qui tout d'un coup émergent, comme tu disais chez Adecco. Ah, tiens, qui sont ces gens? Donc ça, c'est magnifique, ces nouvelles possibilités aussi qui s'ouvrent. Oui, et il y a toutes celles qui disparaissent. Pour moi, il y a aussi tous les possibles de ce que je pouvais devenir qui sont disparus. Parce qu'à partir de là, je me suis dit, ben maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de te laisser advenir. Comment un renard pourrait ne pas être un renard? Alors, le renard ne peut devenir qu'un renard. À partir de là, je ne pouvais devenir que ce que j'étais appelé à devenir ou à advenir. Alors, à la fois, toutes sortes de possibles, de la façon de vivre l'aventure autrement, mais j'ai découvert qu'il n'y avait rien d'autre à faire que ça. Et pour moi, la plus belle image, je pense, de ce que j'ai vécu, de ce qu'on peut traverser, c'est l'image du gland de chêne. Tu sais, dans le gland de chêne, il y a un potentiel de vie. Hein? C'est extraordinaire quand même, dans ce petit gland, il y a tout un chêne potentiel, il y a une vie. Et le gland, il fait une super job de gland. Hein? Lui, il s'assure que la vie, elle va être protégée. Alors, il protège. Tu sais, le personnage qu'on construit, c'est pour protéger ce potentiel de vie. Alors, le gland, lui, il fait sa job de gland. D'ailleurs, j'en ai apporté, tiens. Parce que c'est important qu'on... Tiens, je pensais... Alors voilà, je te l'offre. Merci. Alors, ce petit gland, dans le fond, il est hyper solide. Il protège la vie. Sa job, c'est de protéger la vie. Carapace solide, le chapeau bien attaché. Et savez-vous que la plupart des glands meurent en gland? Très peu deviennent des chênes. Très peu d'êtres humains deviennent et adviennent à eux-mêmes. Parce que, qu'est-ce que ça prend au gland pour que finalement la vie puisse advenir? Ça prend une fissure. Et donc, on fait tout pour ne pas être fissuré. Hein? On est assez solide pour descendre dans la terre, on descend assez bas, on va se cacher, etc. Et certains glands ont la chance qu'il y ait un chevreuil qui vienne chier dessus. Et tout d'un coup, cette merde, très acide, vient faire éclater le gland. Et donc, ben moi, j'ai eu cette merde qui m'est tombée dessus, merveilleuse, et qui m'a permis, donc, dans le fond, la souffrance qu'on rencontre, c'est un peu la merde dans le jardin, qui permet tout d'un coup au gland d'ouvrir. Et donc, tout d'un coup, on fait tout pour ne pas ouvrir, mais tout d'un coup, ça prend de la fissure. Et quand je parlais de disparition, quand le gland, tout d'un coup, quand ça se passe, à partir du moment où la fissure est faite, il n'y a plus rien à faire que de laisser ce qui est là-dedans advenir. Et il n'y a pas 53 possibles. Il n'y a qu'un chêne et que celui-là. Plus rien d'autre. Quand même imaginez-vous si ce gland de chêne disait « Oh, il me semble que moi, j'aimerais bien être un peu plié. » Il n'y aurait pas beaucoup de succès. Tout est déjà là, il n'y a rien à faire. Et
si vous descendez dans la terre et vous regardez ce petit personnage, en fait, ce gland, il disparaît, il fond, il devient de l'humus parce que la vie, elle est là. Et c'est ça qui se passe, dans le fond. C'est tout d'un coup, il n'y a plus d'autre possible que de se laisser advenir. Et c'est très reposant. Dans mon entourage, je vois parfois des gens qui ont peut-être une petite ouverture dans leur gland et puis qui essayent de refermer et qui poussent en disant « Non, ne viens pas ». Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de laisser émerger ce qui est là. Il y a aussi parfois une peur de ce qui va arriver, peur de l'inconnu aussi. Sentir qu'il y a un changement, il y a un élan. Comment le laisser venir, comment laisser sortir ce magnifique chêne? Mais déjà, ce que vous faites à Toscane, je pense que d'avoir des espaces où on se sent en sécurité pour ouvrir, où on se sent moins menacé. Parce que bien sûr, s'ouvrir à cœur ouvert, là, dans un contexte où je me sens un peu en insécurité, menacé, mais d'avoir un espace comme aujourd'hui, comme à Toscane, à la Maison des Lidas, pour dire, tout d'un coup, je me sens assez en sécurité pour tout d'un coup ouvrir une brèche. Et à partir de là, la vie va tranquillement se mettre à circuler. Mais tu sais, il faut aussi l'honorer, ce personnage qu'on a construit. Tu sais, le gland de chêne, si la carapace n'était pas assez solide et assez lourde, il ne pourrait pas tomber à terre, descendre en terre, faire ce qu'il y a à faire. Donc, il faut aussi l'honorer. Alors, c'est normal aussi qu'il y ait des rechutes où tellement longtemps, ça a été notre pattern de vouloir protéger la vie. On a l'impression qu'on doit la protéger, mais en faisant ça, on l'étouffe. Et ça prend des espaces où, tout d'un coup, on peut se lâcher. Puis moi, je rêve qu'un jour, on n'ait plus besoin ni de Toscane, ni de la Maison des Lidas, parce que dans chacun de nos milieux de vie, dans nos familles, on va se sentir en sécurité de pouvoir oser la brèche. Et tout d'un coup, être qui on est, tout simplement. Mais je pense que j'aime beaucoup Alexandre Jolien, il dit avoir des amis dans le bien. Des amis à qui on se sent en sécurité. Moi, je sais qu'avec Valérie, je peux être vulnérable, être fragile, je me sens jamais menacé. Alors d'avoir ça, d'avoir des... Et je dis souvent, quand les leaders viennent à la maison, je leur dis, avez-vous un grand pour vous? Parce que rarement on se permet d'être le petit ou la petite. D'ailleurs, je vous la pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, dans votre vie, auprès de qui vous pouvez être le petit ou la petite? Et si vous n'en avez pas, trouvez-en. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a hâte et qui n'attend que d'être le grand ou la grande pour vous. À chaque fois qu'on se permet d'être le petit, on permet à un grand ou à une grande d'apparaître. Et je pense qu'auprès d'une grande ou d'un grand, tout d'un coup, on sent qu'on peut être petit. Et là, avoir accès à cette fissure qui s'ouvre. Merci Rémi. Alors, ce que je propose maintenant, Rémi, c'est qu'on laisse émerger ce qui vient du groupe. Oui. Et d'avoir quelques retours. Et donc, je vous propose, dans les groupes, on va écouter là maintenant 2, 3, 4 groupes, à vous exprimer, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste, un ressenti, quelque chose que vous avez envie de partager, et puis peut-être aussi des questions qui émergent. Et donc, on va laisser émerger 3-4 groupes, et puis Rémi partagera. On partagera. On partagera. Il ne faut pas dire on, c'est vrai. OK, nous partagerons. Voilà, du coup, je vais laisser... Fred va passer avec le micro, donc si quelqu'un a envie de prendre la parole. Vous avez compris, on va avoir 3-4 questions. Une première réaction, ça peut être aussi une réaction. Merci. Ça peut être une plainte. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est sur la fêlure et sur le fait d'accepter de perdre ou pas se perdre. C'était d'abord comment sait-on qu'on est vraiment dans la vie quand on a lâché et jusqu'où il faut perdre pour être dans la vie. Oui. Déjà. Une autre question, ça va avoir 3-4.
Est-ce qu'il y a un effet boule de neige chez les enfants? Ce qui m'a touché dans l'explication que tu as eue, c'était une prise de conscience en présence de tes enfants, en les observant. Oui. Et je me demandais si cette réaction que tu as pu avoir, cette nouvelle vie, est-ce que c'est le cas aussi chez tes enfants? Et est-ce qu'il y a des conséquences chez les Merci. Oui, merci. Moi, j'ai un peu dans la même continuité la même question de la mobilisation. Oui, sur les enfants, mais dans nos entreprises. Quand nous, on est en vie, est-ce que juste d'être en vie et de laisser circuler, ça suffit à faire éclore des petits blancs autour de nous? Merci. Finalement, Mathieu, on va prendre un train après-demain. Alors moi, ça m'a marqué beaucoup le fait d'agir par besoin de reconnaissance. J'ai l'impression, j'ai découvert que c'est quelque chose que je pense que j'ai fait presque toute ma vie peut-être, sans m'en rendre compte. Et moi, la question que j'avais, c'est comment est-ce que j'arrive à identifier quand je fais les choses par pur amour ou par besoin de reconnaissance ou par besoin d'être aimé. Une question que je pourrais me poser pour me dire, ah, ok, là je suis dans du pur amour ou bien je le fais pour être aimé. Comment est-ce que voilà. Je sens que c'est déjà pas mal, peut-être. My. Peut-être inviter, je me permets de rajouter une, si je l'ai dit. Ah! Mais elle me paraît importante, tu nous as partagé quand on s'était vu. Moi, je voulais savoir quel personnage tu as construit, parce que ça peut paraître évident de ceux qui te connaissent. Tu avais partagé j'ai construit tel personnage pour telle raison. Moi, avoir un exemple concret me ferait du bien, et je pense que ça peut aussi servir à certains. Si tu peux partager ça. OK, et peut-être ça permettrait aussi à répondre déjà à certaines questions, peut-être. OK. Ben, je parlais au je. J'ai une sœur qui était beaucoup plus vieille que moi, qui avait 2 ans de plus que moi. Donc, elle, j'ai découvert, dans le fond, moi, ça a été long, mais mes amis m'ont plutôt enseigné que, comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 postures. Hein. Pour être aimé, on comprend que soit on est spécial, singulier, ou on est conforme. Ma sœur était plus vieille que moi. La première qui est arrivée, elle a choisi la conformité. Et donc, ça a bien plu à mes parents, ils aimaient beaucoup ça. Donc, elle était docile et conforme, et à l'école, pareil. Mais quand moi je suis arrivé, elle avait déjà choisi la conformité. Donc, j'aurais peut-être pu choisir la conformité, mais j'ai choisi d'être spécial, de vouloir être spécial, singulier. Donc, j'étais un peu gossant pour tout le monde, mais on m'aimait bien. Et donc, moi, j'ai choisi ça plutôt. Mais dans ma vie à moi, où ça a bougé, quand même l'expérience qu'on fait de la vie nous amène à bouger, quand j'avais 9 ans, ma soeur s'est noyée, elle est décédée. Et j'ai rapidement compris que d'être spécial, c'était plus du tout bienvenu. Là, il fallait être conforme. Et donc, j'ai réalisé comment, dans le fond, moi, le personnage que j'avais construit un peu plus singulier, spécial, tout d'un coup, je me suis mis à devenir beaucoup plus conforme. Bon, à l'école, je me permettais d'être un peu spécial, mais à la maison, le plus conforme possible, parce que mes parents voulaient mourir, parce qu'il ne fallait pas rajouter. Donc, c'est un peu ça, construire un personnage. C'est tout nouveau, on construit un personnage sur une module, on vit, mais toujours en fonction de ne pas trop déranger, ou d'apparaître, ou d'être aimé, d'exister. Et là, peut-être que dans ce contexte-là, pour moi, c'est toujours la peur de disparaître. Et qu'est-ce que je peux faire pour ne pas disparaître? Et on comprend, au moment où tout d'un coup le bascule se fait, que dans le fond, ce n'est pas la peur de mourir qui nous... On n'est absolument pas hanté par la peur de mourir. Ça n'existe pas. On est hanté par l'idée que notre ego a de disparaître. Dans le fond, ce petit personnage-là, il a tellement peur d'être un jour démasqué et d'être disparaître, donc c'est ça la peur. C'est la peur que notre ego a de disparaître, c'est pas la peur de mourir. Parce qu'une fois que ça c'est parti, tout d'un coup, on est capable d'accueillir le fait qu'on va partir. De toute façon, en essence, on le sait déjà, donc c'est... Je ne sais pas si ça répond
Hein, donc, c'est intéressant de vous autres de vous poser la question aussi. Peut-être prendre un petit moment de silence pour se dire ah ouais, moi, Valérie, est-ce que j'ai choisi plutôt la conformité ou la singularité? Dans le contexte familial dans lequel j'étais, qu'est-ce qui était le plus valorisé? Donc, je suis un peu devenu... Les autres m'ont aidé à co-construire ce personnage qu'un jour j'appelle moi, qui n'est pas moi. Peut-être revisiter un peu comment ça s'est passé, peut-être pour vous. Alors, on attaque laquelle? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'interpelle dans les questions qui ont été posées? Ou? Ben, toutes, oui. Comment choisir? Peut-être qu'on peut y aller avec les enfants. Dans le fond, je n'ai aucune idée si ça a eu un impact sur mes fils. Pour eux. Mais j'ai vu comment ça a fait évoluer ma relation avec mes fils. Mes fils ne sont plus mes fils. Et c'est merveilleux. Et quand ils redeviennent mes fils, quand on parlait de rechute, quand ils redeviennent mes fils, j'en fais beaucoup trop. Mais quand ils arrêtent d'être mes fils, mais ils sont 3 personnes, 3 êtres humains qui ne sont pas mon prolongement, qui sont tout d'un coup... Et j'ai pu, à des moments, entre autres, vivre des moments où j'ai senti justement qu'il n'y avait plus de père, plus de fils. Par exemple, il y avait juste Samuel et moi, il y avait juste 2 êtres humains ensemble en présence. Et pour moi, ça, c'est être dans la vie. Quand il n'y a plus tout ça, c'est... Dans le fond, pour survivre, je développe beaucoup de pronoms possessifs. Hein? Mes fils, mon entreprise, mes collègues, ma vie. Mais tout d'un coup, quand on est dans la vie, tout ça, ça fond. C'est tous ces pronoms possessifs. Et il y a quelque chose qui se libère. J'ai l'impression de tranquillement avoir libéré mes fils de moi. Et je trouve ça très doux. Je ne sais pas ce qu'eux diraient de... Ils diraient probablement quand même que je suis assez différent quand même d'avant, quelque part, et pas si différent. Tu sais, avant le bascule, je me levais le matin, je me brossais les dents, j'allais travailler. Puis après, je me brossais les dents, j'allais travailler. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ma vie. Je suis resté chez Adéco, je suis resté là. Mais tout d'un coup, il y avait quelque chose qui avait bougé en dedans. Mais extérieurement, il ne s'est pas passé grand-chose. Et donc, j'aurais souhaité que ça aille, au départ, avec la question aussi sur l'impact sur les autres. Dans le fond, on est tellement bien dans la vie. Vous savez, hier soir, on est allé dans un super restaurant chez Lola. Et donc, le réflexe, c'est « je voudrais que tout le monde que je connaisse puisse goûter Lola. » C'était trop bon. Donc, c'est un peu la même chose quand on bascule dans la vie. On voudrait que tout le monde puisse goûter à ça. C'est tellement bon, c'est tellement... Parce que là, tout d'un coup, moi, j'ai découvert que j'avais jamais connu, j'avais jamais vraiment goûté, en tout cas consciemment, à la joie profonde. Moi, dans la vie, je trouve que ça me donne accès à la joie, une joie plus profonde. Mais pendant des années, j'étais plus dans le plaisir, dans le bonheur. Donc, quand j'ai connu cette joie-là, c'était comme « Oh mon Dieu, je voudrais que tout le monde goûte à ce nectar qui est la joie. » Et donc, quelques années où j'ai essayé de vouloir que les autres puissent faire ça aussi. Et pour moi, c'était déjà d'être dans la rechute. Dans le fond, il n'y a rien à faire. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Soyons clairs. Il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, on vient de confirmer, d'ailleurs, à la Maison des leaders récemment, dans un exercice de discernement qui s'est fait tout seul, dans le fond, qui s'est imposé que la maison, c'est juste un espace d'accueil et d'amour inconditionnel. Quand les gens se présentent à nous, on n'a absolument aucun objectif qui se transforme, qui devienne quoi que ce soit. Ils sont parfaits tels quels, et il n'y a rien à faire. Et je découvre que, quand même, bizarrement qu'on advient, mais qu'est-ce qui nous permet d'advenir, c'est l'amour. Rien d'autre que... Et de se sentir accueilli, aimé tel quel, peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger, peut-être qu'il y a la vie qui va circuler mieux. Mais que la transformation ne viendra pas du vouloir. Puis pour moi, de vouloir que les autres avancent, évoluent, pour moi, c'est un manque d'amour.
Et c'était aussi un manque d'amour envers moi-même quand je veux devenir quelque chose d'autre que ce que je suis déjà présentement. Puis de penser que je dois être meilleur que ce que je suis là, c'est vraiment une insulte à ma beauté intérieure. C'est vraiment un manque d'amour envers moi-même. Et donc, un manque d'amour envers l'autre si j'ai le goût de le transformer. J'ai d'ailleurs découvert chez Adéco, on parlait d'Adéco. Bon, moi, j'avais une devise qui était « c'est plus facile de demander pardon que la permission ». Parce que mes patrons, ils me gossaient un peu. Là, j'avais beaucoup de difficultés, mais toutes ces années où ils me gossaient un peu, ben, ils se sentaient pas aimés tant que ça de moi. Et je voulais beaucoup d'espace pour pouvoir être moi-même, puis diriger comme je voulais, et habiter à Adéco Québec, à Adéco Canada, comme j'avais le goût. Mais j'ai réalisé que moi, je demandais qu'on me prenne comme j'étais, mais moi, je ne les prenais pas comme ils étaient. Et ça a été le grand bascule après cette prise, c'est de dire, aime-les telle qu'elle. Et bizarrement, je suis devenu le confident de mes patrons. Mais ça a passé par moi. Est-ce que je suis capable de les accepter telles quelles? Est-ce que je suis capable d'accepter qu'ils ont besoin de contrôler, qui ont peur de tout, qui sont complètement obnubilés par les profits, par la croissance? Et je me suis mis à les aimer avec ça. Mais pour être capable de ça, j'ai dû me pardonner d'avoir été comme ça aussi. Et de les aimer telles quelles. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme si l'espace de liberté, il était devenu, quand j'ai changé, puis je me suis mis à les aimer tels qu'ils étaient, les accueillir tels quels, avec plus aucun désir qui change. Si vous saviez tout ce que j'ai fait pour qu'ils changent. Avant. J'ai pas eu beaucoup de succès, hein? Il était toujours pareil. Mais bizarrement, je ne sais pas, cet amour-là, ils nous ont donné encore beaucoup plus d'espace après. Et même, ils venaient de partout à travers le monde pour voir comment on vivait l'aventure de l'entreprise. Mais je pense qu'ils venaient parce qu'ils savaient que chez nous, ils seraient aimés. Dans le fond, mais là, ça me vient là à l'esprit, là, d'en parler aujourd'hui. Là. Ouais, je pense que... Puis ça me rend ému parce que ils souffraient, eux autres aussi. Beaucoup. Et ils souffraient parce que les filiales, on les faisait tous souffrir. Ces méchants patrons du siège social, hein? Et tout d'un coup, ils venaient dans un lieu où on était capable de les aimer tels quels, même s'il n'y avait pas d'allure. Oui, on avait un petit échange à la pause et je te partageais aussi sur cette notion d'aimer finalement sans attente. Comment faire ça avec son équipe quand il y a aussi la pression justement derrière du résultat, d'atteindre des objectifs? Comment concrètement tu mets ça en place aussi avec tes équipes? Ou tu as peut-être mis ça en place à l'époque chez Adéco? Ben, ça a été déjà d'enlever tout ce que j'avais mis en place. Dans le fond, tu sais, quand tu as une vision, ben, tu as une vision, tu veux devenir numéro 1, alors tu as les objectifs pour y arriver, alors tu mets toutes sortes de trucs en place pour arriver là. La journée où tu réalises et tu te mets à rire et tu dis, ben, on ne va plus nulle part. Ben, si on ne va plus nulle part, on ne peut pas avoir d'objectif pour aller nulle part. Et donc, ça a été pour moi de faire tout fondre ça. Et de se dire, à partir de maintenant, nous, on est là pour servir. Bon, dans le métier d'Adéco, Patrick le connaît bien, tu as été chez Randstad à l'époque, donc on était dans un métier où on essayait de trouver du boulot à des personnes et trouver des entreprises pour ces personnes. Et on s'est mis à se dire, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Et si ça a fait en sorte qu'on en place de plus en plus, ça va. Puis si on en place de moins en moins, ça va. Bon, j'ai pas dit ça aux actionnaires, bien sûr, ni à mes patrons. Mais à partir de là, il n'y a plus aucun objectif autre que de vraiment rencontrer ces entreprises, comprendre ce qu'ils vivent pour trouver les bonnes personnes et vraiment rencontrer les personnes. Et notre métier est devenu un métier de rencontre. Et par rapport à mes collègues de travail, et eux par rapport à moi, ça a été souvent, on va se dire, tu sais, quand je disais aux équipes, et je me disais à moi-même, ma job, c'est de les aimer. Puis je leur disais, ben, votre job, c'est de les aimer, autant nos clients, nos candidats que les autres. Puis on a l'impression que d'aimer, c'est très fleur bleue, un peu bisounours. Non, c'est de la job à titi aimer. C'est aimer inconditionnellement, de façon désintéressée, de façon universelle. Aimer assez pour permettre à l'autre d'être, c'est de la job.
Vraiment. Et aimer assez l'autre pour lui dire, par exemple, ben, à ce moment-ci, s'il y a quelque chose qui ne roule pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne te sens pas heureux, on va s'aimer assez pour se dire les choses. On va s'aimer assez pour se dire qu'on doit se séparer à un moment, etc. Donc, ce n'est pas que l'amour nous empêche de faire tout ça. On a l'impression, si je les aime trop, mes employés, je ne serais pas capable de leur dire que ça ne va pas. Non, la question, c'est si je ne les aime pas assez. Parce que si ce que j'ai à leur dire ne vient pas d'une place d'amour, si je ne leur dis pas parce que je l'aime assez pour lui dire, ça fait des dégâts. Parce que généralement, on dit à l'autre, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que dans le fond, on est dans une relation tellement utilitaire aux autres. Tant qu'on est en survie, on est dans une relation utilitaire aux autres, les autres nous servent, nos enfants, nos conjoints, conjointes, nos collègues de travail, nos clients, inconsciemment, on est dans une relation utilitaire. Ils me servent à devenir l'être humain que je veux devenir. Et bien sûr, quand ils ne me servent plus bien, alors je vais lui dire, ben écoute, présentement, tu ne sers pas bien le projet de l'entreprise, donc on va te jeter parce que... Donc, je ne suis pas dans l'amour. Quand je suis dans l'amour, je suis dans la rencontre, je suis avec l'autre. Et je vais lui dire parce que je l'aime et non pas parce qu'il affecte les résultats de l'entreprise. Et ça ne part pas de la même place, du tout. Alors, pour moi, ça a été de déconstruire tout ce qu'on avait construit. Et on est devenu, dans le fond, un grand réseau de quand même 11 000 personnes, des dizaines et des dizaines de petites équipes complètement autonomes, dans la liberté, qui vivaient ce qu'ils avaient à vivre localement, chacun localement. Oui, pour faire le lien avec la question tout à l'heure sur comment prendre soin de tous ces petits glands autour de nous, c'est vrai que moi je me suis souvent retrouvée aussi dans mon entreprise dans une position où j'ai eu envie de sauver ceux qui étaient un peu comme moi. De se dire, ah ça c'est quelqu'un qui a les mêmes pensées, qui agit un peu de la même façon que moi, je vais enlever toute cette merde peut-être du chevreuil. Et en fait, c'est peut-être, je les empêchais aussi d'une certaine manière de vivre leur propre expérience et de grandir davantage. Et ça, c'est une prise de conscience tellement importante. Hey, moi, Dieu sait que moi, dès que je voyais que quelqu'un avait de la merde dans son jardin, justement, rapidement, j'allais tout l'enlever pour l'aider et finalement l'empêcher de grandir. Donc, aimer, c'est pas vouloir sauver l'autre, c'est être là avec l'autre. Et se réjouir quand, dans le fond, les difficultés se présentent. Nancy et moi, on a une amie très, très proche, présentement, qui vit une immense souffrance. Et notre travail, c'est juste d'être là à côté d'elle, avec aucun désir que la souffrance s'en aille, parce que c'est une occasion merveilleuse. Elle me dit, Rémi, j'ai l'impression de sombrer. Je dis, oh, quelle bonne nouvelle. Vas-y, mais sache qu'en haut, je tiens la corde. Mais rien d'autre. Rien d'autre que de tenir la corde et sache qu'il y a quelqu'un au bout de la corde. Si jamais, à un moment donné, tu étouffes trop dans le fond. Mais je te remercie de cette lucidité-là. Très longtemps, j'ai pensé, et même à la Maison des leaders, en Matthieu, on se disait, ouais, notre job, c'est de prendre soin, mais non. Même pas tant. C'est de prendre soin de la vie qui circule en moi déjà et autour de moi, si je me sens interpellé. Mais longtemps, moi, prendre soin, je prenais soin pour me sentir bien, pour me sentir une bonne personne. Pas parce que j'étais interpellé. C'est pour ça que je disais que pour moi, c'est d'écouter et de répondre. Et la vie nous en demande pas beaucoup, tu sais. Mais qu'est-ce que nous, on s'en demande énormément? Tantôt, j'ai eu une super rencontre avec Damien. Pas où t'es, Damien? Allô? On a parlé justement du thème de ralentir. Puis on se disait, mais comment ça se fait qu'on a de la difficulté à ralentir? Bien déjà, on a pris conscience que c'était peut-être qu'on n'était pas prêt à se rencontrer, parce que si je ralentis, ça se peut que je me rencontre. Peut-être que je ne suis pas prêt à me rencontrer. Je ne suis pas prêt à rencontrer à quel point je suis en survie, ou je ne suis pas prêt à rencontrer toute ma lumière non plus. Je ne suis pas prêt à me rencontrer. Et je réalise que tout à l'heure, tu posais une question. Je ne sais pas si c'est toi qui posais la question. Comment on fait pour savoir si on est dans la vie ou pas? Hein? Bien, moi, je réalise que la vie, elle ne m'en demande jamais plus que je suis capable d'en faire, puis elle ne me demande jamais de faire quelque chose que je ne suis pas capable. En tout cas, j'ai jamais croisé une abeille à qui la vie demandait d'être un papillon ou d'être une fourmi, parce que je pense qu'elle n'aurait pas su quoi faire. Donc, je pense que les abeilles, il faut leur job d'abeille, puis moi, ben, il faut que je sois à l'écoute de c'est quoi ma job de Rémi.
Et je réalise qu'à chaque fois que je suis fatigué, ou que je réalise que j'en ai trop, que j'en fais trop, je suis plus dans la vie, là. Je suis dans la survie. Je partageais d'ailleurs à Damien puis à Nancy que j'ai perdu ma belle-sœur. On a perdu ma belle-sœur qui est décédée, que j'ai accompagnée toute une année en soins palliatifs. Puis je me pensais bon. Moi, je pensais que j'étais rendu capable. Moi, là, je suis dans la vie, hein, puis moi, là, les deuils, je vis bien ça. Puis là, je réalise que je suis vraiment pas bon. Cette fois-ci, j'y arrive pas. Et donc, je suis beaucoup plus agité que d'habitude parce que je suis pas prêt à rencontrer ça. Mais au moins, je suis capable aujourd'hui d'observer ça. Je suis capable de voir ma rechute, je suis capable de voir que, tiens, t'étais pas si bon que ça. Et de l'observer avec tendresse. Et d'observer pourquoi je suis plus agité, parce que c'est ça, il y a ça que je ne veux pas rencontrer. Et c'est OK aussi, tout est OK, tout le temps. Oui, je le vois vraiment comme une danse où finalement certains sujets, on est plus en vie, et puis d'autres, il y a encore, ça freine. Oui. C'est encore compliqué. La posture de survie est, tu sais, 36 ans, à temps plein dans survie, inconsciemment, il y a des patterns. Donc, le petit personnage que j'ai construit, je te jure qu'il se réveille. Hein? Parce qu'en plus, il ne donne plus beaucoup d'attention, il n'aime pas beaucoup ça. Donc, c'est comme les enfants, là, quand on ne leur donne pas d'attention, ils tirent après le pantalon. Bien, ils me tirent après le pantalon, là, présentement, un peu. Et comment ils donner un peu d'attention en disant, ouais, là, c'est difficile. Hein? Alors, puis d'accepter qu'au moment opportun, bien, il y aura la fenêtre qui s'ouvrira. Déjà, Valérie m'a donné des pistes tout à l'heure, d'attendre le temps. Il y a un temps où, là, tout d'un coup, probablement, je serai capable de rencontrer ça. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ont envie de partager encore un ressenti, voilà, quelque chose qui émerge, une question? Il y a aussi, tout à l'heure, j'entendais la notion de faut-il souffrir, et jusqu'à où? Ah. J'ai pas entendu que tu répondais à ça, et en tout cas, personnellement, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Et après, on lance une question. Ben, jusqu'à ce que le gland fissure. On va souffrir jusque-là. Je pense que... Mais quand même, j'aimerais ça vous raconter une histoire. Je vous parlais de Claire tout à l'heure, qui me parlait, qui parlait de la sagesse et de la souffrance. Puis Claire, elle venait nous aider au ménage à la maison. Puis à un moment donné, elle arrive à la maison et le téléphone sonne. Alors, je prends l'appel. Et je commence à parler au téléphone, et tout d'un coup, il y a un courriel qui rentre. Alors, pendant que je prenais l'appel, j'étais sur mes courriels, et tout d'un coup, ça a frappé à la porte. Donc, je suis allé répondre à la porte en disant « Attendez un minute ». Et là, elle est là, et elle fait le ménage. Elle me dit « Ce que tu n'apprends pas par la sagesse, la souffrance s'en chargera. » Donc, moi, j'entends rien parce que je suis occupé à 3 places en même temps. Et donc, j'étais vraiment en pleine survie. Et tout d'un coup, elle fait exprès, elle vient plus proche de moi. Ce que tu n'apprends pas par la sagesse, la souffrance s'en chargera. Et là, j'ai entendu. J'ai fermé mon ordinateur. J'ai fermé mon téléphone. J'ai pris soin de la personne qui était venue nous parler. Et ça a été ça déjà. Donc, parfois, la sagesse se présente, mais on ne la saisit pas. Moi, je pense qu'on attend que la souffrance s'en mêle. Fait que quand j'écoutais ton histoire, Valérie, j'ai l'impression que à 33 ans, tu es pleine de sagesse. Et que tu l'écoutes, cette sagesse-là, tu l'écoutes, cette intuition-là, bien, peut-être que tu vas t'éviter plein de souffrance. Mais, bien sûr, ça fait partie de la réalité des êtres humains, on va rencontrer de la souffrance aussi. Alors, je pense que ce que fait Toscane, je pense, un des joyaux de ce que fait Toscane, c'est de vous permettre de ralentir, et de vous rencontrer, puis d'un coup d'écouter de l'intérieur. C'est moi, toute la souffrance que j'ai mise sous le tapis, si je l'avais rencontrée vraiment, j'étais resté là un peu avec elle. Ben, peut-être que ça aurait été moins long avant de fissurer. Alors, d'autres interventions? Question? Réaction? Oh! De discussion, et puis je vous entendais de d'autres personnes, et il y a la question de quand l'éveil arrive, on se dit ok, là, il y a des choses qui doivent changer. Et des fois, il y a même des choses qui se mettent en place, et puis tout à coup, on a peur. Tout à coup, on se dit, oui, mais je ne peux pas aller jusque-là. Moi, je suis prête à, mais comment qu'est-ce que je fais ici pour les nez? Est-ce que je les mets en danger? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Parce qu'on voit toujours une transformation comme un risque. Une menace.
Comment toi t'as sauté dans le vide, t'as mis un fond? C'est comme si là, tu m'obliges à un peu revisiter cette histoire pour savoir comment ça s'est passé vraiment. Je me rappelle plus de temps. Mais je pense que la journée où j'ai pris conscience de ça, il y a quelque chose qui tout d'un coup... j'ai pas eu l'impression qu'il y avait tant à faire. Et j'ai découvert qu'il n'y avait plus rien à protéger. Puis que mon job, c'était de laisser la vie circuler à travers moi, puis je n'avais pas à travailler à faire circuler dans les autres non plus, puis... Fait que les peurs que tu exprimes, j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment moins présentes. En tout cas, ils sont vraiment beaucoup moins présentes aujourd'hui. Puis quand la peur apparaît, ben, je l'observe, puis je souris. Puis je sais bien que c'est une peur que le petit personnage... c'est que lui, il refait surface, puis il dit, ben j'ai peur, et en même temps, je découvre que l'absence de doute, par exemple, l'absence de doute que je dois laisser la vie circuler en travers moi, ça ne fait pas l'économie ça n'amène pas l'absence de peur. Et c'est d'ailleurs cette absence de doute qui fait qu'on y va malgré la peur. Mais si on attend de ne plus avoir peur, on n'y va pas. Fait que je pense que c'est aussi une capacité d'observer ces peurs et de se dire, tout d'un coup, nous, avec Mathieu et toute l'équipe, quand on a réalisé qu'on devait préciser notre mission qui avait toujours été là, mais que la Maison des leaders était davantage comme un monastère, un lieu d'accueil et d'amour inconditionnel, l'absence de doute que c'était ça, on est devenu d'une tranquillité, vous n'avez même pas idée, et d'une joie profonde. Mais pas longtemps après, les peurs ont monté. Est-ce que ça va gagner sa vie, cette affaire-là? Est-ce que là, ça va nous amener à dire non à d'autres? Est-ce qu'il y en a qui vont dire, ben moi, si c'est vraiment ça, je ne viens plus à la maison? Est-ce qu'il y a encore des entreprises qui vont envoyer des patrons d'entreprise pour qu'ils deviennent absolument rien? Parce qu'ils les envoient chez nous parce qu'ils veulent qu'ils changent. Mais si on dit que quand ils viennent chez nous, c'est pas ça qu'on veut qu'ils changent. Mais alors voilà, il y a toutes les peurs qui sont apparues. Et on s'est mis à rire de ces peurs-là, puis à les observer. Ah ben tiens, on a peur de ça, on a peur de ça. Mais ce qui nous permet de continuer malgré tout, c'est l'absence de doute. Et maintenant, on essaie de ne plus de poser aucun geste, de prendre aucune décision si elle ne vient pas d'une absence de doute. Et l'absence de doute, il ne vient pas de « je suis convaincu que c'est la bonne chose ». C'est « il nous apparaît que c'est ça ou ça ». Pour moi, une des phrases qui m'apparaît souvent, c'est « je ne peux pas le faire ». Donc, c'est pas « je veux le faire », c'est pas « ça me tente de le faire », c'est pas « je rêve de ça depuis tellement d'années ». Tout d'un coup, il m'apparaît quelque chose, puis je ne peux pas le faire. Et quand c'est ça la phrase, ça ne vient pas de la volonté, mais d'une docilité. Ça, c'est déjà un signe. Tu posais la question tout à l'heure, comment je fais pour savoir si je suis dans la vie ou pas dans la vie? Bien, souvent, de se dire, ah, je m'incline, je ne peux pas le faire. Et ensemble, on s'est incliné, il y a une docilité, c'est à ça qu'on est appelé. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire ça. On dit juste que ce n'est pas ça à quoi on est appelé, nous, à la maison. Ce n'est pas ça notre job d'abeille ou notre job de chevreuil. Ce n'est pas ça notre job à nous. Ce n'est pas ça à quoi on est appelé, c'est devenu clair dans l'absence de doute. Mais il n'y a pas l'absence de peur. Parce que le petit personnage, lui, il est encore pas très loin, puis lui, il a toutes sortes de peurs. Puis un de nos amis, qui est merveilleux, il dit souvent, tu sais, quand le petit personnage apparaît, ben, viens t'asseoir ici, viens me raconter. Fait que là, on l'écoute, puis il nous raconte un peu. Ah ouais, t'as peur? Ah ouais, bon, ben, raconte-moi ça. Puis une fois qu'il a fini, tu lui dis, ben, t'es sûr qu'il n'y a pas d'autre chose que tu voulais me dire? Et tranquillement, il peut s'apaiser. Je ne sais pas si ça répond. Merci. Je ne sais pas si Mathieu, toi, tu ajouterais quelque chose au dialogue que tu as là ou dans ce que tu as entendu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais partager. Je pense que ce serait intéressant que tu parles un peu d'insouciance. C'est un terme que les goûts n'ont pas. Par l'hyper-responsabilité des leaders, puisqu'on l'a rencontré cette année. Peut-être ça aller jusqu'à une forme de violence dans nos organisations. Plus comme ça. Ah ben là, ben effectivement, nous, les thèmes s'imposent.
à la maison. Sébastien me posait la question hier, comment vous arrivez à définir que ça va être ça le thème de l'année prochaine? Il y a tous les thèmes qu'on voudrait aborder, et il y a celui qui a besoin d'être abordé à travers la maison. Et c'est la plupart du temps pas le même. Il y a 2 ans, quand il nous est apparu clair que s'imposait d'explorer la tendresse, on ne trouvait pas ça très winner pour les leaders d'entreprise. Et eux non plus. Mais on ne pouvait pas, ça s'imposait. On ne pouvait pas ne pas. Et pour vous dire comment c'est arrivé, Mathieu a cette intuition que c'est ça qu'on doit faire. Alors tout de suite, on dit « Ah, wow, on le sent, c'est ça. » Et 2 secondes après, il n'y en est pas question. Donc le soir, on décide qu'il n'y en est pas question parce que ça n'a pas de bon sens. Alors on s'en va. Il y a 2 de nos amis à la maison qui faisaient une expo de peinture et donc on arrive à la galerie puis on s'est dit, on va les encourager, on va acheter une œuvre de chacune. Et je dis à Mathieu, choisis entre ces 2. Mathieu choisit une œuvre et on a dit, on va prendre celle-là. Alors, il la décroche et savez-vous comment s'appelait la toile? Tendresse. Alors, on a dit, OK. Homme de peu de foi. La vie, on s'incline. Et il n'y avait pas l'absence de peur, je peux vous dire. Alors, pendant 2 ans, finalement, pas seulement 1 année, mais 2 années, à et le thème de la tendresse, honnêtement, ça nous a attendri. Ça a vraiment fait la job. Mais l'année dernière, ce qui est apparu, c'est le thème de la confiance qui s'est imposé. Et on s'est dit, bizarrement, parce qu'on a commencé à dire en dialogue, c'est pour avoir accès à la confiance, ça prend des gens responsables quand même. Il faut que les gens soient responsabilisés pour qu'on soit en confiance. Et tout de suite, on s'est dit, on est déjà responsabilisé, ça va bien aller. Ça, c'est réglé. Ce qui manque au contraire, c'est un peu d'insouciance. Et ce thème-là s'est imposé, et là, je peux vous dire que nos leaders n'y étaient pas contents. Je suis tout sauf insouciant. Il n'est nullement question que je devienne insouciant. Ça a été tout un travail qui a duré pendant des mois d'exploration de l'insouciance pour retrouver les vertus extraordinaires de l'insouciance et retrouver de l'insouciance dans sa vie. Et je pense que le souci vient d'une posture de survie. On a peur pour nous et pour les autres. On se soucie de nos enfants parce qu'on a peur pour eux. Donc, quand je me soucie de mes fils, ce que je leur envoie, c'est que j'ai pas confiance, c'est que j'ai peur pour eux. Mais quand j'arrête de me soucier, tout d'un coup, ils se disent « Hey, mon père, il me fait donc bien confiance, il me laisse aller, il ne se soucie pas. Wow! » Alors, est-ce que c'était pareil pour nos équipes? Alors, on a beaucoup valorisé les soucieux. Hein? On leur a donné des promotions, ils sont devenus patrons des patrons et patrons des patrons des patrons parce qu'eux, ils se soucient, puis ils prennent soin. Puis... Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'une génération de leaders insouciants. Très insouciants. Mais conscients. Mais d'une immense insouciance. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous envoie le texte. Après quelques mois d'exploration, on est arrivé à pondre un texte sur... et c'est fou, cette insouciance-là nous donne accès au nectar que moi je goûte, qui vient avec la vie. C'est la joie, une espèce de joie profonde. Et l'insouciance nous amène là. Et je réalise comment, bizarrement, un patron qui n'est pas trop soucieux par rapport à ce qui arrive, on se dit, ben, mon Dieu, il a confiance, donc on devrait avoir confiance aussi. Fait que je pense que l'insouciance, c'est assez une posture de la vie. Confiance que ça va savoir, ça va bien aller. Pas trop de soucis. Et pourtant, vous dites beaucoup plus que nous, il n'y a pas de soucis. Hein? Donc, il faut réapprendre à réapprivoiser, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Rémi, chaque rencontre que j'ai pu avoir avec toi, ça a toujours eu un impact sur ma relation avec mes enfants. Et j'ai envie de pointer quelque chose sur lequel j'aurais voulu que tu partages. C'est des fois, je suis le personnage que j'ai construit, c'est-à-dire l'influence qu'on peut avoir sur l'enfant. Et qui m'avait marqué quand moi j'ai une deuxième fille que certains connaissent ici, qui s'appelle Lola, et qui est plutôt perçue toujours comme en forme. Mais tu m'avais partagé, en fait, tout le monde est toujours, elle est en forme, elle est toujours en forme. Elle ne sait plus sortir de là, en fait. En fait, elle peut être aussi en forme aujourd'hui. Et ça m'a vraiment bien parlé, et je me dis que tu pourrais peut-être un peu développer ce sujet. Tout comme un autre sujet, c'était l'histoire de la plante.
On peut aimer aussi une plante comme elle est, plutôt que d'imaginer une autre plante. Ces deux thèmes-là m'ont marqué dans nos rencontres. J'aimerais en faire un cadeau. Je vais en train de mémoire. Ben pour moi, c'est clair que aujourd'hui, on comprend la conscience humaine, comment ça évolue. On sait que ça évolue par stade. Tous les chercheurs sont d'accord que la conscience évolue par stade. Et c'est à un certain stade, tout d'un coup, qu'on prend conscience de l'illusion, qu'on quitte l'illusion. Mais tant qu'on est dans cette illusion, qu'on est séparé des autres et qu'on doit survivre et qu'on doit en faire beaucoup, on est dans la peur. Et c'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Parce que tant qu'on est dans la survie, on enseigne la survie. On ne connaît que la survie. Et nous, on a tout fait pour survivre jusqu'ici. On a survécu. Et comment on peut s'assurer que nos enfants vont survivre? Et on répète le modèle. Pour moi, le grand changement dans la vie de l'Homo sapiens, ça va être la journée où les gens vont avoir basculé avant d'avoir des enfants. Parce qu'à partir de là, on ne les aidera pas. On va plutôt les amener à réaliser qu'ils sont en train de construire un personnage plutôt que les aider à construire un personnage solide. Et quand on va voir, comme tu disais, par exemple, moi je me rappelle quand mes parents m'ont dit « Ah, toi, tu es vraiment bon en français, tu sais. » J'ai entendu « Je suis bon en français, donc je suis aimé quand je suis bon en français. » Je vais continuer. Mais toi, Rémi, premier examen de maths, je l'ai échoué, j'étais pas bon en maths. Alors, Rémi, laisse faire les maths. T'es pas bon en maths, va dans le français. Donc, c'est ça qu'on fait avec nos enfants. Tu sais, on va dire, par exemple, « Ah, elle est tellement comme ça, tu sais. Là. » Ou un enfant qui va dire, hey, « Moi, je suis vraiment de même, hein, papa. » En ce moment-ci, oui. Parce que tu peux être complètement autre chose demain. Un jour, on était dans une rencontre avec Albert Jacquard. Je ne sais pas si vous l'avez connu, c'était un grand humaniste extraordinaire, un des premiers amis de la maison. Et je dis à Albert, je vais te laisser te présenter toi-même. Alors, il se présente, il dit, « Ah, bonjour, je suis Hitler et Marilyn Monroe. Et je suis aussi Albert Jacquard. » Fait qu'on ne comprenait pas vraiment. Il n'était pas très crédible, d'ailleurs, en Marilyn Monroe. Mais, la fois, ce qu'il voulait nous dire, c'est, il dit, « Vous savez, moi, je suis un généticien cellulaire. Je sais que dans chacune de mes cellules, il y a l'ensemble génétique de mon corps. Étant une cellule de l'univers, il y a aussi l'ensemble du code génétique de l'univers en moi. Alors, il y a un mathématicien en moi, il y a une Marilyn Monroe, il y a un Hitler, il y a tout. Donc, je peux tout être. Mais il m'est apparu d'être plutôt ça et plutôt ça, et il a apparu aux autres autour de moi aussi que je sois plutôt ça ou plutôt ça, plutôt que tout le reste. Et un jour, je me dis, ça c'est moi. Et je pense qu'aujourd'hui, la complexité du monde fait qu'on a besoin de leaders et de parents qui ont beaucoup plus de possibles. Par exemple, dans une situation X, la question, c'est pas comment être moi-même dans la situation. On n'en a rien à foutre. La question, c'est qu'est-ce qui m'apparaît juste dans l'instant. Et parfois, c'est d'être quelque chose que j'ai été jusqu'ici, et parfois, c'est d'être complètement autre chose que ce que j'ai été jusqu'ici. Mais je ne le serai pas parce que moi, je vais être cohérent. Puis j'ai peur qu'on pense que je ne suis pas cohérent. Vouloir être cohérent, c'est vouloir répéter sans arrêt le petit personnage que j'ai construit jusqu'ici. Mais moi, je ne veux pas être cohérent. Je vais être juste dans la justesse, être assez présent et faire ce qui me paraît juste, opportun. Et bien sûr, quelqu'un pourrait dire, mais oui, Rémi, tu n'étais pas comme ça avant. Ben non, mais là, oui. Parce que c'est ça qui m'apparaît juste, dans l'instant. Et je pense que plus nos enfants, parce que nous, on a construit des personnages solides, puis nos enfants nous ont vus aller. Donc, au-delà de vouloir les aider à construire un personnage solide pour se protéger, bien, ils ont aussi été témoins de parents avec des personnages bien solides. La journée où ils réalisent que leur père, leur mère n'est pas si solide, et c'est wow. Ah, ma mère répète une chose et une autre, et elle ne s'identifie pas tellement à ça, parce qu'on ne s'identifie pas seulement à nos qualités, à nos talents, à nos passions, à nos rêves, on s'identifie à la souffrance qu'on rencontre. Hein? Moi, j'ai été très longtemps dans ma vie le gars qui avait perdu sa sœur. Hein? Et je ne suis plus le gars qui a perdu sa sœur. J'ai perdu ma sœur, mais je ne suis plus le gars qui a perdu sa sœur. Quand on parle de la construction du personnage, je ne suis plus la femme qui a été quittée il y a 5 ans. J'ai vécu ça, mais
C'est fou comment, même on s'identifie même à nos souffrances, qui nous donnent le sentiment d'exister, d'être quelqu'un, quelque chose de solide. Et ses succès aussi, pareil. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de léger à observer ça, puis de dire, et si je me permettais, moi, d'être juste là, et de faire ou d'être ce qui me paraît juste dans l'instant. Et je pense que plus nos enfants vont être témoins de ça, plus dans nos entreprises, on va être témoins de leaders qui font ce qui leur apparaît juste. Et pour sentir ce qui est juste, j'ai dû apprendre, moi, à fermer les yeux. Parce que je suis passé par un stade de conscience où j'avais l'impression qu'on devait tous discerner tout ensemble, tout le temps. Donc, je suis passé de « je décide pour les autres, ça va bien pour eux hein? ». Après ça, à « non, on décide ensemble », après avoir écouté, avec tous mes sens, fermer les yeux, puis écouter de l'intérieur. Puis tout d'un coup, il m'apparaît « OK ». Et là, je m'incline. Je découvre que j'ai trouvé ma liberté d'être, ma liberté de vivre dans ma docilité. J'aurais jamais cru. Moi qui étais un peu rebelle, au contraire, je suis devenu de plus en plus docile. Envers la vie, envers ce qui m'apparaît la chose juste. La deuxième partie de la question, c'était quoi déjà? La plante. Ah, la plante! Ta fille, comme une tulipe, elle ne sait pas qu'elle Ah oui. Ben moi, j'aime toujours parler des tulipes. Hein. Moi, j'adore les tulipes, je suis un fan de tulipes. Et je me mets à rire, je me dis, imagine la bulbe de tulipe là, qui tout d'un coup laisse entrer la vie, puis là, elle pousse. Et là, elle sort. Oups, il est parti. Il est tanné de m'entendre. Il a raison. Et tout d'un coup, la tulipe, là, elle sort de terre. Et là, elle aperçoit ses sœurs tulipes. Mais plus loin là-bas, elle aperçoit un tournesol. Imaginez-vous, et là, elle se dit, non. Moi, je veux être un tournesol. Wow, c'est ce que je veux devenir. Et là, je vais engager un coach. Et il va m'aider à devenir le merveilleux tournesol que je veux devenir. Pensez-vous qu'elle va avoir beaucoup de succès? Ben voilà. Alors, souvent, inconsciemment, on pense que c'est par amour pour nos enfants, mais soyons clairs, c'est parce qu'on a peur pour eux. On essaie de les aider à devenir quelque chose d'autre que qui est juste appelé à devenir. Que pourrait faire un renard pour ne pas être un renard. Et souvent, très souvent, moi j'ai argumenté, j'ai entendu des parents argumenter quand ils se soucient trop ou quand ils veulent trop travailler fort pour que la personne devienne bonne ou accumule des diplômes ou quoi que ce soit, mais je l'aime tellement. Non. Soyons clairs. Tu as peur pour elle. Tu l'aimes. Parfois tu l'aimes et parfois tu as peur pour elle. Ça ne cohabite pas, ces affaires-là. On est dans la peur ou dans l'amour? De dire, ouais, je suis dans la peur. Puis je dis que j'ai peur pour elle, mais c'est pas vrai. J'ai peur pour moi. Parce que si elle souffre, je vais souffrir. Si elle ne rayonne pas et elle ne devient pas quelqu'un de merveilleux, j'aurai échoué comme mère. Soyons clairs, j'ai peur pour moi. Et tout d'un coup, je suis capable d'observer ça. Ça, c'est un truc qui va aider au gland à fondre. De dire, dans le fond, est-ce que je... Et c'est parce qu'à un moment donné, on est tellement triste de réaliser à quel point on est à propos de soi-même. C'est pas vrai qu'on est à propos de nos enfants. Et ça, c'est tellement dur que ça peut nous aider à ouvrir et à dire, OK, ta job remis, c'est d'aimer ton fils. C'est d'arrêter d'avoir peur pour toi qu'il y arrive quelque chose qui te fasse souffrir. Mais pour ça, il faut être capable de rester là avec l'inconfort, avec la souffrance. Puis tout d'un coup, on réalise que cette souffrance-là, on est capable de la contenir plus qu'on pense. Ah ben, tiens, mon fils a fait une overdose hier, et tout à coup, je suis capable de contenir ça, puis de rester là tranquillement. J'aurais jamais cru. Wow! Et tout d'un coup, on découvre une espèce de solidité en nous capable de... Et là, on peut rester dans l'amour. Parce que la peur ou cette idée qu'on sera incapable de supporter, par exemple, le décès de notre enfant ou sa souffrance ou de le voir échouer,
on est très bien capable de contenir ça. Et là, on est dans l'amour. Peut-être chercher le deuxième micro. Il reste 10 minutes, voilà, puis on ira manger. On a encore 5 questions, ou 2. Et puis, on peut se profiter encore de tout ça. Une réaction aussi, ça peut être aussi. Une réaction, un désaccord, tout est OK. Merci. Thierry, merci de donner l'occasion de poser cette question qui m'interroge. Comment fait-on avec la solitude de cette démarche? Ah. Ouais. Comment fait-on avec la solitude de cette démarche? Valérie t'en a un peu parlé tantôt. Tout d'un coup, quand je deviens conscient et j'ai l'impression d'être la première personne consciente dans mon environnement, ben oui, il y a de la solitude. Et le piège, c'est pas la solitude. La solitude, c'est quelque chose qu'on apprivoise tranquillement et qui est merveilleux. D'ailleurs, quand on a apprivoisé la solitude, on a beaucoup plus de chances de bien vieillir. Mais le piège, c'est l'isolement. Et tu le dis, là, je me sens seul, je vais être capable d'accueillir une certaine solitude, mais j'ai besoin de sentir que je ne suis pas séparé des autres. Et donc, ce qui nous guette, c'est de s'isoler. Et je pourrais m'isoler. Pour ne pas souffrir, je pourrais m'isoler des autres. Et il faut être très, très prudent sur l'isolement. Nos personnes âgées, là, ils n'ont pas de problème de solitude. Ils ont des problèmes d'isolement. On les isole, ils n'ont plus cette communion. Donc, pour moi, je dirais, c'est quand on rencontre cette solitude, comment être capable de rester là, tranquillement avec elle, rencontrer l'inconfort de cette solitude. Parce que tranquillement, on va découvrir que c'est aussi porteur de joie, une espèce de joie profonde que la solitude apporte, mais me prémunir de l'isolement. Alors, trouver d'autres, pas pareils comme moi, qui tout d'un coup découvrent ça et je suis moins seul avec les autres là-dedans. Je ne sais pas si ça répond à... Merci. Voilà, pour quelqu'un d'autre qui va agir. Question de remarque. Bonjour, alors, moi j'ai envie de basculer un peu dans la légèreté. Je pense que tu t'es mis sur un des slides, donc j'ai une question pour Rémi. Quelle est ta bière belge préférée? Ah! Comment elle s'appelle? Il y a comme un lutin, tu la sfouf, la sfouf, la sfouf, la sfouf. Ah, celle-là. Et... Hein? Ah oui, peut-être! Oui, c'est vrai que je suis plus sûr si c'est le goût de la bière ou le personnage. Que j'aime bien. Mais j'aime beaucoup ce que tu apportes là. Vous disiez, à Toscane, on essaie de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et quand on est dans la survie, tout est grave et tout est sérieux. Mais quand on est dans la vie, tout est joie, tout est légèreté, tout va bien. Et bien sûr, la période la plus inconfortable, c'est pas quand on est en survie. Et c'est pas quand on est dans la vie. C'est quand tout d'un coup, on sent que, vous savez, quand il faut quitter la coquille, là, le connu, la sécurité. Et peut-être que là, pour certaines personnes, il y a comme, ouf, j'ai l'impression que ce serait bien de sortir de ma coquille. Et ça, c'est le plus difficile. Et là, on a besoin des autres pour ne pas se sentir tout seul. Mais une fois qu'on a basculé, c'est sûr, c'est la légèreté, c'est l'insouciance, c'est vraiment le cadeau de la vie, c'est que tout est OK, que tout va bien, que... Merci. C'est la légèreté, c'est le pétillement de la bière, c'est les bulles, Merci. J'ai peut-être une question. Rémi, comment est-ce que tu restes, toi, connecté justement à cette joie? Est-ce que tu as des petits rituels ou des choses que tu pourrais partager qui font en sorte que voilà, tout d'un coup, ça te ramène en toi et en même temps, ça apporte cette légèreté, cette joie? Mais tu sais, la joie est toujours là. Alors, est-ce que j'y connecte ou pas? La joie est toujours là, même quand je souffre énormément.
C'est ça la grande différence entre la joie, le bonheur et le plaisir. Quand je souffle, je n'ai pas de plaisir, puis je ne suis pas heureux. Mais la joie, le potentiel de joie est toujours là. Par exemple, la joie de me sentir en vie, d'être en communion avec les autres, etc. Fait que ce qui est merveilleux, c'est que la joie est toujours là. Et de me rappeler ça, que la joie est toujours là. Le plaisir n'est pas toujours là, le bonheur non plus, mais ce nectar qui est la joie est toujours là. Donc, ou je suis pas heureux à cette joie qui est là ou pas, mais tu sais, elle est là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais dans les dernières années, j'ai l'impression qu'il y a une joie qui ne me quitte plus. Mais je ne saurais pas tellement comment l'expliquer. La nature, ça aide, bien sûr. Bon, bien sûr, c'est aussi 30 ans de moments de silence tous les matins, de méditation, ou de mantra, Bon, il y a quand même une place où on s'apaise un peu quand même, et quand on s'égare un peu trop, quand je m'égare un peu trop puis je bascule dans la survie, tout d'un coup, il y a ce petit moment de ralentissement où je me mets à rire de moi. Rire de soi, ça m'aide à vraiment à connecter à cette joie-là. Ouais, je ris beaucoup de moi-même, j'adore ça. Mathieu aussi rit beaucoup de moi d'ailleurs. Mais alors on rit l'un de l'autre. Et le contentement. Le contentement. Ouais. Me réjouir de l'autre tel qu'il est, me réjouir de la vie telle qu'elle se présente, me réjouir de qui je suis là dans l'instant. Ouais. Longtemps, j'ai voulu, et ça m'arrive encore plein, j'aurais voulu que les autres soient différents de ce qu'ils sont. J'aurais voulu être tellement mieux que ce que je suis. Et j'aurais voulu que la vie se présente à moi autrement. Et j'étais un éternel insatisfait, dans le fond. Et étant un éternel insatisfait, je créais des éternels inadéquats. Tout le monde se sentait inadéquat. Si j'étais insatisfait d'eux, donc, étaient inadéquats. Et la journée où j'ai pris conscience de ça, ça a été aussi beaucoup de tristesse. Je veux plus ça. Je veux que Valérie, avec moi, elle se sente parfaite, telle qu'elle. Oui, le contentement. Ouais, me réjouir de tout ce qui est là, tel qu'elle.